Ferraoui et but de Ferraoui sur ce contre adroitement mené. Ferraoui envoie Montpellier au 7e ciel. Peut-être va-t-il tirer directement très fort devant le but, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Mais le Costa, but de Dino Costa, but de Costa au stade de la Mosso, un coup franc direct, levant les yeux au ciel, remercie à la Madone. Dino Costa marque le 2e but pour Montpellier. Olivier Giroud est parti de sa moitié de terrain, il est donc pas en position de hors-jeu. Olivier Giroud va frapper, Olivier Giroud tente le dribble, il va donner, oui le but, ouais, le but de Naïfala, ouais le but de Karim Naïfala à la 94e minute. C'est exceptionnel, c'est fantastique, c'est magnifique et c'est miraculeux. Oh ce que c'est bon. Ouais, effectivement. Alors par contre, je vois que le chat, d'ailleurs, je vous dis bonjour, je vois que tout le monde est très en forme. On a commencé direct, premier message. Djokovic, Camara out. Salut à Quentin, salut à Mathieu. On a Polochon et à Juvenal, bien sûr. JC, Vince MHSC. Voilà, bon, on est pas mal. Je vous garantis pas quand on va changer d'écran, ça sera toujours le cas. Mais bon, déjà pour commencer, je vais vous remercier d'être présent. Vous dire que ça nous fait très plaisir d'être là après ce match de Montpellier qui était beaucoup moins plaisant. On va passer directement au programme et on va enchaîner. Alors aujourd'hui bien sûr on commence par le débrief de Guingamp MHSC, défaite 1-0 de Montpellier. On axera ça sur 3 discussions différentes, à savoir est-ce que c'est plutôt un problème de joueur, est-ce que c'est plutôt un problème de tactique ou est-ce que c'est plutôt un problème d'effectif dans son ensemble. Donc on pourra faire des passerelles et tout ça. Ensuite, l'affaire Jonas Martin. Donc alors l'affaire Jonas Martin, c'est pas l'affaire en fait, on a dit ça comme ça, mais c'est vrai qu'effectivement on a appris cette semaine que Jonas Martin signait à Boulogne et qu'il aurait aimé venir à Montpellier peut-être du moins. C'est plus ou moins ce qui a été sous-entendu et ce qui a l'air d'être vrai. Est-ce qu'il fallait le reprendre ? Ça fait aussi une longue série avec tous les ex du MHSC qui ne reviennent pas d'ailleurs. Et en troisième partie, ce qu'on a appelé le temps additionnel, mais que j'appellerai dorénavant la 94e minute. C'est un petit peu, on pourra parler de sujets qui vous intéressent dans le chat. Nous, on évoquera quelques petits sujets. J'avais envie de dire un petit mot sur le Challenge Espoir, qui est un challenge disputé par les jeunes du centre de formation et qui est une toute nouvelle compétition, enfin depuis l'année dernière. Voilà, je voulais en dire un mot, on a gagné notre premier match 3-0. Donc voilà, tout de suite, on passe à l'émission et on rejoint nos invités. Et j'espère que le son va marcher, même si franchement, je vais tout le dire tout de suite, je ne vous le garantis pas. Donc comme vous pouvez le voir, on est avec Coco Igno, vous connaissez Corentin, un habitué des lieux, et avec Guillaume, qui lui est un petit nouveau qui nous a rejoint juste aujourd'hui. Ça va Corentin ? Ouais, ça va, content de retrouver. Bon, Guillaume, il va se présenter après, avec qui j'ai connu il y a fort longtemps sur les ondes de Radio Campus Montpellier et que la vie nous a séparés. Mais voilà, très content, hormis ce que j'ai vu hier, qui m'a un peu déprimé. Mais on en parlera plus tard. Ça, on va en parler effectivement. Et Guillaume, alors donc du coup, petit nouveau, toi, raconte-nous, présente-toi un petit peu quoi. Eh ben, comme tu l'as dit, je m'appelle Guillaume, 32 ans, abonné pendant 10-12 ans à la Paillade depuis que je suis étudiant, quoi. Et puis là, je suis parti loin en Haute-Savoie. Donc, je suis ça par procuration. J'ai l'impression que c'est mieux. Je n'ai pas vécu les purges de toute l'année dernière à la Mosson. J'en ai fait 2 ou 3, mais je me suis préservé la santé mentale, quoi. Bon, après, franchement, on va pas se mentir. Regarder les matchs à la télé, c'est chaud quand même. Ouais. Non, mais j'ai tenu, même l'année dernière, les matchs à Angers, là, quand Camara est arrivé. Il y avait plus d'espoir en février, mais j'ai tenu, j'ai tous regardé. Ouais. Le sacrifice. Bon, allez, on attaque direct avec le premier sujet. Donc d'abord, bonjour le chat. Je vois que Guillaume Lemaire nous a rejoint. Vince MHSC. Donc j'ai vu quelques messages déjà. J'ai l'impression que le chat ne plébiscite pas Zoumana Camara. Ah bon? Ouais, bizarrement. Donc, le débrief de Guingamp MHSC. Donc, comme je vous ai dit, on va essayer de l'axer un petit peu. On va faire un peu différemment. D'habitude, on commençait un peu sur les joueurs en disant, les bons joueurs, les mauvais joueurs. Là, honnêtement, je trouve que c'est très compliqué de sortir, ne serait-ce que des bons joueurs.
forcément, mais même des mauvais, il y en a eu forcément, mais je trouve que en fait, j'ai l'impression que l'ensemble était médiocre en fait. Donc il y en a un ou deux qui sont nuls. Donc ce que je vais vous demander déjà, on va commencer, je vais vous demander de me dire un nom d'un joueur vraiment que vous avez trouvé vraiment pas bon et que vous avez envie d'évoquer. Corentin. C'est vraiment démarqué par sa nullité, on va dire. En fait, j'ai envie de. Enfin, c'est dur parce que, par exemple, tu vois, Orakpo, je l'ai trouvé pas bon, mais à la fois, il est pas sur son poste, c'est compliqué. Enfin. Ouais, allez, Orakpo pour toi. Guillaume, t'as envie de parler de quelqu'un? Ouais, mais alors, c'est peut-être pas non plus par sa nullité, mais c'est par rapport à ce que j'attendais de lui, c'est Omer Agic, qui est pas bon du tout en étant censé être le taulier, capitaine. L'écart entre ce qu'on attend de lui et son niveau réel, je dis pas sur l'implication, mais sur le niveau footballistique, c'est pas assez, quoi. C'est même pas. Ouais, ok. Ils peuvent rien, quoi. Non, c'est bien d'en parler. Moi, je vais prendre l'ambulance parce qu'à un moment donné, il faut en parler, mais je vais prendre Mwanga forcément. Parce que, à un moment donné, là, je crois qu'hier, c'était vraiment, il fallait. Ah, hier, c'était très dur. Hier, c'était, je pense, le chant du cygne. Je pense que là, ça va être compliqué, là. Bon, après, Mwanga, ceux qui suivent l'émission, ça fait déjà plusieurs émissions qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il n'a pas la technique pour jouer au milieu de terrain. Même sur les émissions de pré-saison, on avait relayé le fait que nos observateurs à l'Epayad disaient que ça avait été très compliqué le match de pré-saison à ce poste-là. Donc c'est quand même le fil rouge de cette saison. Après, on va en venir de toute façon, tout va nous mener à un propos de Camara, à ce qu'il veut mettre en place. Parce que Mwanga, on va lui tomber dessus. Ok, il est jeune, il débute au niveau pro parce que c'est pas ce qui s'est passé l'année dernière qui compte pour moi. Mais il est pas à son poste, quoi. Alors, tu l'aides pas du tout, quoi. Ah, mais moi, j'arrive à voir. Alors, c'est un peu comme tous les matchs. On gardera Orakpo pour la fin parce que ça nous permettra de faire la transition sur la tactique. Moi, Mwanga, je vois ce qu'il veut faire avec. C'est vrai qu'effectivement, il veut jouer haut. C'est vrai qu'il fait beaucoup de pressing. Il est souvent le premier sur le porteur de balle pour empêcher de sortir la balle. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais bon, après, il y a un problème, c'est que le frérot, il n'a pas réussi une passe hier, quoi. Il y a un moment donné, puis ça devenait caricatural, quoi. C'était les passes en touche. Là, je pense qu'à un moment donné, il faut le faire souffler parce que le gamin, il va exploser, là. Hein. Et surtout, on l'a déjà dit, sur un jeune joueur, c'est très, très difficile. Tu peux le perdre. Tu peux perdre toute sa confiance. Et le jour où tu le remets à son poste, tu ne vois pas les bonnes choses qu'il a fait au MHSC. Tu le vois d'ailleurs même sur des joueurs, des longues postes, jeunes joueurs, ça peut les tuer. Tu le vois sur Minkarelli qui avait montré quand même de bonnes choses à Montpellier au début. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment très, très compliqué. Bon, moi, je veux bien qu'il y ait un contexte global, mais bon. Ouais. Ben là, je vois donc du coup, par contre, remarque intéressante, parce que forcément, on allait forcément y arriver. JC qui dit: je ne comprends pas que TJ ne soit même pas essayé alors qu'il y a un souci criant au milieu. Alors, par contre, c'est vrai qu'on en parlait hier. On regarde des matchs avec toute l'équipe d'Alepayad, donc du coup, on regarde chacun chez nous, hein, quand même. Mais du coup, on échange. Et c'est vrai que c'est Pierrick, donc celui qui fait les notes, et qui a dit quelque chose qui était très pertinent. Donc, j'étais d'accord avec lui. C'est que dans la formation dans laquelle on jouait, mais TJ, il ne peut pas débuter le match. Parce que, mine de rien, on a quand même essayé de faire un pressing. TJ, vous avez vu, même à la fin, physiquement, c'est chaud, quoi. Donc, du coup, il ne pourrait pas être là et faire du pressing. Ou alors, il aurait fallu le faire jouer à la place de quelqu'un d'autre. Peut-être à la place d'Orakpo et jouer dans une autre formation. Donc, pour moi, il n'avait pas. Dans le plan qu'avait fait Camara, ce qui est un plan de jouer haut, de faire du pressing tout terrain, je ne crois pas que TJ avait sa place. Même si techniquement, forcément, il a sa place, vu que la moitié des mecs ne savent pas faire une passe, a priori. Mais bon. Non, j'exagère un peu quand même, mais bon. Ouais, pas loin. Ça, le problème, c'est qu'il y a un moment dans le football, pour marquer un but, il faut savoir prendre des risques, savoir faire des décalages, savoir faire une passe dangereuse, on va dire. Et là, tu as l'impression que personne ne peut le faire à part lui. C'est terrible, mais c'est criant sur le terrain. Quand tu le vois, tu te dis, mais comment on va créer du danger? À part son coup de pied arrêté. Mais à part oui, voilà. Bah après, il n'y a que lui qui les tire bien. Hein. T'as beaucoup qui mine de rien. Je trouve aussi quand même beaucoup les tirs pas mal. Ouais. Du coup, Guillaume, tu nous parlais d'Omer Agic. C'est vrai qu'on l'a pas trop relevé parce qu'au final, il fait un match assez neutre. Mais c'est vrai qu'on est quand même en capacité de s'attendre que peut-être effectivement un peu plus. Moi, j'avoue, j'y avais même pas pensé en fait. Dans ce marasme, je me suis dit bon, il est là, mais bon. Non, mais c'est vrai, est-ce qu'on n'est pas trop peut-être avec lui, tu vois? Enfin, on parle tout le temps du principe que bon, il joue pas à son poste. Là, vas-y, je te laisse, Guillaume. Non, moi j'ai mis Omer Agic, donc je l'ai dit, c'est par rapport à ce qu'on attend de lui. C'est quand même un international d'un grand pays de football, quand même, la Suisse. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il est sélectionné en ce moment depuis juin
Non. Il l'aspire en tout cas, et il l'a été. Il est avec un statut, tu vois, on parlait de lui dans un club comme Bâle, qui, ok, c'est le championnat suisse, mais c'est quand même niveau, il joue pour la Ligue des Champions. Et c'est pas dans l'implication que je le critique, c'est que il monte pas le niveau des autres. Et je trouve que déjà pour un capitaine, je le trouve un peu discret. Alors bon, moi c'est que la télé, hein, donc il y a des choses que les gens voient au stade que moi je vois pas sur les encouragements après les buts encaissés. Nous on a 18 ralentis. Ça c'est quelque chose que je perçois que à la télé. Mais je le trouve pas dans son rôle de capitaine. Et un mec qui a ce statut pour moi doit être celui qui ne coule pas avec les autres en fait. Et il coule. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Après c'est vrai qu'effectivement pour le voir au stade et tout. Au niveau de l'attitude, c'est pas trop mal, franchement, quand même. Hein. Il booste bien. Ouais, moi je te dis, c'est que à la télé. Hein. Et puis, sur un gros plan sur lui, t'en as 4 par match. Quoi. Donc, mais après, c'est vrai qu'effectivement, son match, il est un peu neutre hier. Effectivement. C'est ça, moi, j'attends, en plus, à ce poste stratégique de 6-8, on sait pas trop ce que le camarade va en faire. Bah, t'es un peu la pièce maîtresse du jeu, quoi. Et il est pas aidé évidemment par les gens qui sont à côté de lui, qui sont devant lui aussi. Moi, je vois pas trop de mouvement. Et quand il a le ballon, bah, il sait pas trop quoi en faire, à part la donner à Mwanga à côté ou derrière au latéraux. Et déjà, c'est pas ce qu'il sait faire de mieux. Et puis, moi, je trouve ça limité pour un mec qui a ce statut, quoi. Le problème, c'est que dans cette formation avec ces 2-6 qui font du pressing, qui du coup vont peut-être même récupérer des ballons. Le problème, c'est que t'as pas, là, comme on a joué hier, et là, dans le prochain axe qu'on va truc, ça va être la tactique, c'est que c'est presque à eux de faire le jeu au final. Bah, c'est ça. Et du coup, Omer Agic, comme c'est bien dit dans le chat, il est défenseur central, donc bon, bah voilà. Mwanga, il est défenseur central, mais alors en plus, il est nul avec ses pieds, donc bon, c'est. Ouais, mais effectivement, c'est pas déconnant d'en parler d'Omer Agic. C'est un peu conciltré, hein. Pour moi, hier, c'est pas le pire. C'est juste une attente par rapport à son niveau et son niveau max qu'on a vu un petit peu quand il est arrivé et son statut dans l'effectif. Après voilà, hier oui, Mwanga est moins bon. C'est pas le pire. Hier, limite tu le mets top 4 de l'équipe quoi. Ouais, moi j'aime bien effectivement qu'on parte sur quelque chose d'autre. Je vois dans le chat par exemple, ça nous parle de Simon aussi. Alors Simon, on peut en parler vite fait. Ouais, il est fort sorti, mais ouais, c'est Pierrick le disait hier aussi sur le chat. C'est un gardien, donc en fait dès qu'il fait une erreur, ça se voit 10 fois plus que n'importe quel autre poste. Et je trouve que il avait tenu quand même la baraque. Il avait été plutôt bon. Le moment, hein. Tu dois l'encourager et pas rester là-dessus, quoi. Enfin, pas rester sur cette cagade. Tous les gardiens font des cagades. Donnarumma qui est aujourd'hui avec un statut bien particulier, en a fait des très belles. Hein. Tout ça, c'est inhérent au poste de gardien, quoi. Ouais, bah là, c'est vrai qu'elle est quand même bon. C'est un peu d'eau, enfin, c'est pas fou, quoi. Ouais, bon, après, effectivement, on va pas y tomber dessus parce que de toute façon, je pense pas que ça soit le problème principal. Bah, il doit jamais sortir si loin, ça c'est sûr, mais. S'il sort, il doit tout arracher, mais après, il peut aussi aller démonter le type. Mais bon. Voilà, qu'est-ce qui est pire. Ouais, moi, c'est ce que je me demandais s'il s'est pas rendu compte, et presque preuve d'intelligence, il s'est pas rendu compte qu'il était en labour et plutôt que faire rouge et éviter le contact, quoi. Non, je pense qu'il un peu. Je me demande je pense qu'il se dit que le mec est hors jeu peut-être. Il voit le mec arriver tout seul. Je sais pas s'il a pas une hésitation pour ça, mais c'est vrai qu'un gardien, ça doit être un déglingo. Je sais pas si vous avez fait du foot. Moi, tous les gardiens que j'ai rencontrés, il leur manquait une case. Je suis gardien dans un autre sport, mais je vois ce que tu veux dire. Mais on parle de Simon, que je vais pas dire son nom. Le mec qui centre, il est tranquille aussi. Hein. Ouais, non, c'est sûr, bien sûr. Puis j'ai l'impression qu'il a personne à 5 mètres. Ouais. Bon, et ben du coup, on va enchaîner sur Obracpo, Corentin, parce que ça va nous permettre après de partir sur la tactique. Déjà, voilà, c'était un peu. D'ailleurs, je pense que c'est un peu fait exprès. Bon, déjà, tu as un mec qui fait 1m. Alors, déjà, il y a un vrai sujet, puisque quand t'es parti Koulibaly, on était presque à dire que c'était pas une si grosse perte que ça. Mais là, en fait, tu te rends compte que, mine de rien, malgré ses lacunes techniques, c'est un joueur dont tu avais besoin, parce que c'était un joueur. Le profil, en tout cas, fonctionnait dans l'attaque qui était imaginée par Zoumana Camara.
Là, là c'est encore pareil, il envoie Orakpo au casse-pipe en le mettant sur un couloir et un mec qui fait 1m95, donc ce n'est pas ses qualités naturelles, on va dire. Et donc c'est difficile de lui tomber dessus, mais là où ce que je voulais dire, c'est que il a fait un bon premier match avec Montpellier. Tu commences à te dire bon, ça va être intéressant, et là ça a été vraiment très compliqué sur ce match. Ouais, alors moi c'est vraiment mon gros coup de gueule. Moi franchement ça m'a fait péter les plombs. Moi il y a un truc que je supporte pas dans le football, c'est quand, enfin, on va pas dire inventer des choses c'est bien, mais moi je suis désolé, hier on joue, moi je sais pas dans quelle formation on joue, je sais pas. Orakpo il joue quoi? Il joue, alors il est devant, il est pas devant, il est pas au milieu, il est pas dans l'axe, il est pas sur le côté. Alors pour le chat on en discutait avec Quentin et Pierrick notamment, qui me disent c'est normal, il est ailier intérieur. Alors, déjà, pour moi c'est un poste qui n'existe pas. C'est un poste au basket, ça. Voilà. Non. Si tu peux rentrer à l'intérieur pour dédoubler avec ton latéral, mais là on a un gars qui est ailier intérieur permanent. C'est-à-dire qu'il a joué ce poste-là pendant tout le match. Donc du coup, ce qui fait que l'effet de surprise, forcément, passera. Parce que c'est vrai que Koulibaly, comme tu disais, lui, il mangeait la ligne, il rentrait. Donc du coup, il amenait un peu, il changeait, il faisait des choses différentes. Mais pour moi, ça n'a aucun sens. Alors la taille, la rapidité, à la limite, il peut s'adapter. N'importe qui peut faire des matchs sur le côté. Il peut remplacer Koulibaly. Moi, avant le match, j'aurais aimé qu'on joue avec genre un Mboukou en 10 et Orakpo et Mendy devant. Eh ben, c'est ce que beaucoup auraient voulu. Ouais, mais bon, ça n'a pas été le cas depuis le début de l'année. Contre Amiens, on avait quand même un 4-4-2 qui était, je trouve, un peu plus cohérent, même si Ndiaye n'avait pas touché une bille. Au final, il y avait pour moi déjà un semblant d'organiser. Mais là, honnêtement, ce que j'ai vu hier, mais moi, ça ne ressemble à rien. Alors moi, je veux dire, Camara, pour moi, j'ai l'impression qu'on est face à un mec qui nous imagine le football à la Guardiola, avec des half-pace, en foutant des mecs qui jouent machin, mais il faut se rendre compte que des mecs comme Foden, comme Grealish, comme Mahrez, c'est des types, ils peuvent jouer tous les postes, ils dézonnent et tout. Enfin, t'es en Ligue 2, t'es à Montpellier, quoi. Donc déjà... Foden, franchement, je le prends central. Hein. Il peut jouer partout, tu vois, la ligne. Mais là, t'es à Montpellier, t'as des mecs déjà, je pense que la compréhension tactique, bon, c'est déjà, il y en a certains, je pense que c'est compliqué. Mais... Puis c'est des jeunes joueurs. Tu demandes ça à des mecs comme Mwanga et Orakpo qui sont en train de se construire. En fait. Alors, comme dit Ellen Triangle, d'ailleurs, Ellen Triangle, donc le pote de Corentin, on est d'accord, Ellen Triangle, c'est la passe en profondeur lobée. Ouais. C'est ça, eh oui. Parce que, on n'a pas vu hier. Hein. Ah ouais, non, c'est. Exactement, c'est le but qu'on a pris en plus. Non, moi je suis un peu d'accord avec toi. En fait, je vais te dire carrément. Moi cet été, j'ai lâché le club, le foot, tout ça. Donc je suis arrivé fin juillet. J'ai regardé le recrutement. Je connaissais pas les mecs. Évidemment, je les connais pas, la nage, tout ça. Donc je savais pas trop si c'était des attaquants, des milieux. Tu vois, j'ai appris un peu en regardant où ça allait jouer. Après je me suis remis à la page quand même. Ben Yana, je sais toujours pas où il joue. Orakpo, tu me dis c'est un 9,5, ok, c'est un 9, ok. Ce qu'on sait, c'est que c'est pas un ailier. Et mais Camara, il les voit tous les jours. Et je comprends pas pourquoi il s'entête avec des essais, quoi. Tu vois, c'est que moi je sache pas quand je débarque au mois d'août, au début de la saison, parce que je connais pas les mecs, ok. Lui, il les connaît. Ces mecs-là, ils sont arrivés fin juin. On a fait un mercato quand même assez rapide. Peut-être pas pour Orakpo, il arrive plus tard, mais la nage, tout ça, tous ces mecs-là, ils arrivent, beaucoup pareil, ils arrivent assez tôt. Et on sait toujours pas où ils jouent, quoi. Après, à sa décharge, on a perdu Koulibaly sur le tard. Il y a Fayad qui s'est blessé au premier match. Bon, c'est pas les excuses. Ouais, Fayad, okay. On a quand même un effectif qui est quand même, je trouve, relativement fourni au final. Enfin, oui, c'est pas sur le nombre, hein. C'est juste, voilà, au bout de 5 matchs, plus combien d'amicaux, on a fait 5-6, pas loin. Ouais, 4. Moi, je trouve que ça tâtonne encore. 5 matchs, ouais, ça tâtonne encore pas mal, quoi. Puis est-ce qu'on est obligé de jouer avec 5 défenseurs? Enfin, 5. Non, 7, 8. Ouais, 7. Après, moi, sur Twitter, je suis très virulent, mais après, c'est Twitter, c'est le jeu de Twitter, on devient aussi con que le réseau, hein. Sur le fond, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord. Je continue à penser ce que je pense. 7 défenseurs, c'est beaucoup trop.
tu peux avoir des milieux à vocation défensive, mais des défenseurs de formation, bah, tu peux rien en faire en fait au milieu, quoi. Alors Omer Agic, je pense que c'est celui des défenseurs qui peut jouer le plus au milieu. Mais tu as une base de 7 défenseurs sur 10 joueurs, tu peux rien faire avec ça, surtout en Ligue 2, quoi. Surtout avec les latéraux que tu as aussi. C'est-à-dire que si on aurait encore, on en a parlé la dernière fois, mais si tu avais encore Aguiar ou Sion, je ne dis pas. En fait, il pourrait t'apporter un apport, on va dire, offensif décisif. Mais là, quand tu joues à ça, il faut des latéraux pistons qui est déjà un niveau technique un peu élevé, parce que c'est quand même sur eux que tu commences ta base de jeu offensif. C'est pas le cas, quoi. Non, mais après, moi, la question, c'était surtout, est-ce qu'on a besoin de jouer à 3 derrière avec nos 2 centraux? Enfin, c'est plus une question de logique de, pour l'instant, toutes les équipes qu'on joue, peut-être ça sera différent contre Saint-Étienne ou Reims, mais ah oui, non, je suis d'accord avec toi. les mecs, ils nous attendent, en fait, la plupart. Bah bon, Guingamp, c'est un moment, c'est un match sérieux. Hein. Je veux dire, on parlait tactique. La réaction de Sylvain Ripoll quand il voit qu'ils commencent à être acculés dans leur surface, qui fait son changement tactique en se disant, bah, on va jouer plus. Ils font pas un bloc trop bas, je trouve, parce qu'ils sont pas dans leur surface, ils sont juste devant leur surface. Et derrière, ils attaquent et derrière, ils prennent les contres. J'ai trouvé que Ripoll avait encore une fois battu Camara, qui s'était aussi fait battre par l'entraîneur de Red Star à la première journée. Enfin bon, moi voilà, encore une fois, il continue de payer entre guillemets sa jeunesse au final, hein, Camara, mais ça commence à faire un peu beaucoup parce qu'en fait, on veut bien que l'entraîneur soit jeune, inexpérimenté, mais il faudrait aussi qu'il mette un peu du tien en essayant de simplifier les choses quand même, quoi. Hier, tu vois, tout simplement, ce que fait Guingamp, c'est qu'ils savent qu'en nous attendant, en ayant ouvert le score, ils risquent rien. Ils voient comment se déroule la première mi-temps. Ils sont pas en danger. Hein. Je crois qu'il y a eu une frappe un peu côté droit de la surface. Voilà, c'est une occasion très très faible. Ils sont jamais en danger, les mecs. Pourquoi tu veux qu'ils continuent à jouer? Ils ont ouvert le score. Ils peuvent te planter en contre avec des mecs assez rapides. Ripoll, en plus, Ripoll, tu vois, niveau tactique, c'est pas lui qui va révolutionner le football, quoi. Donc, il a pas eu à forcer, quoi. Et le pire, c'est qu'on ne lui demande même pas à Zoumana Camara de révolutionner le football. C'est ce que tu as dit. C'est que juste mets les mecs à leur poste et mets des mecs qui peuvent produire du jeu. C'est-à-dire que là, on est quand même dans une situation où tu as l'impression que personne n'est en mesure, parce que je me répète, hein, mais de faire la passe qui va faire la différence ou d'aller trouver tes attaquants dans des bonnes conditions. Et c'est ce que dit Guillaume, c'est que tu as l'impression que tu peux jouer pendant des heures. De toute manière, tu ne produiras jamais le jeu nécessaire pour te créer réellement une occasion. Et on se crée très 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 peu d'occasions. Très peu d'occasions. Les petites gueules hier, mais ça doit être très très faible. À part l'occasion d'Omer Agic, on en a quasi aucune tranchante. Tu regardes les buts qu'on met depuis le Non, vas-y, mais je disais que le chat nous disait qu'on joue à 7 défenseurs et qu'on n'a pas fait une clean sheet depuis le début de la saison. C'est ça, exactement. Donc, tu fais pas de clean sheet, tu joues avec 7 défenseurs. Le discours de base, c'était un peu de réassurer l'équipe qui avait qu'une saison traumatisante. Oui, bah, les 3 quarts des joueurs sont plus là. Donc, je veux bien que ça soit marquant, mais tu vas pas jouer là-dessus dans ton discours toute la saison. Donc, assurer, remettre les têtes à l'endroit, ok. Tu fais toujours pas de clean sheet. Je crois que sur tous les matchs, est-ce qu'on ouvre le score? Peut-être une fois. Au Mans, on ouvre le score au Mans, c'est tout. Donc l'année dernière, on fait 34 matchs avec 33 ouvertures du score de l'adversaire, ou 32 parce qu'on fait une clean sheet. Cette année, ça repart sur les mêmes bases, quoi. Donc à un moment, faut peut-être changer déjà l'état d'esprit, peut-être d'approche des matchs. Le petit déjeuner en groupe et tout, ça fait peut-être pas tout. Et la tactique, mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu vain. Bon, apparemment, Djokovic a entendu dire que Camara voulait jouer à 11 défenseurs contre Bastia. Ah bah l'ogre Bastia. Ah bah t'imagines contre Saint-Étienne. On doit pouvoir en faire rentrer 2 ou 3 encore. Ah bah... Non mais en plus tu vois, il y a un truc qui me marque sur les... Alors c'est que des visuels et tout, mais sur les compos d'équipe, les annonces de groupe, le désert que t'as au milieu, je crois que t'as 4 milieux, tu dois avoir Chenaï, Savanier... J'ai même plus le pays. Voilà, pays. Et Everson, mais t'en as aucun qui joue. Oui, non, c'est clair. Everson, à mon avis, il est blessé parce qu'à un moment donné,
Ouais, il a joué, il a raté le dernier match avant la trêve, je crois, et il doit avoir un petit gêne. Ouais. Moi, je regardais le match hier, je me disais, mais c'est criminel de laisser Mwanga sur le terrain après la mi-temps, quoi. Il avait déjà, il était en souffrance complète en première mi-temps, en deuxième mi-temps, ça a été. Mais est-ce que si tu le sors, tu ne montres pas que c'est lui le point faible et tu le fous par terre, quoi. Donc voilà, bon, on va voir un petit peu. Moi, encore une fois, c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus encadré. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé une paire Gassé Camara avec un mec un peu plus, on va dire, pragmatique, qui lui dise, bon, écoute, Zoumana, maintenant. Il dirait, écoute, Zoumana, il faut mettre des attaquants en attaque, au milieu. Et Courbis aurait fait pareil aussi. Courbis, c'est pas parce que tu es pas au milieu de terrain. Bon, mais du coup, parce que là, on parle de tactique et tout ça, mais il y a quelque chose qui revient beaucoup dans nos discussions, c'est est-ce que l'effectif, il est si complet que ça, au final? Parce que, il y a des gens qui demandent, on en parlait, Javary qui est chroniqueur ici, on en parlait justement dans nos discussions, lui, il disait, pour lui, il faudrait ou un ailier ou un 6, voire les deux, donc du coup, forcément, parce que ça parle beaucoup de ce joker, de ce fameux joker, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est quoi? Parce que quand on regarde l'effectif, bon, est-ce qu'il manque un 6? Est-ce qu'il manque un 10? Est-ce qu'il manque un ailier? Au final, effectivement, quand tu y repenses, moi je me disais on a un effectif complet, mais quand je repense à l'effectif comme ça, je me dis ouais, mais attends, quand même, finalement, c'est vrai que. Pour moi, il y a quelque chose de frustrant dans cet effectif, c'est que tu as des joueurs qui sont vraiment au niveau. Je trouve que, à titre personnel, j'aime beaucoup Mendy, Laporte, même Savanier sur ses quelques entrées, tu vois qu'il y a quelque chose qui. Bon, ça fait pas tâche en Ligue 2, même à la Nash aussi. Mais en fait, tu as des manques. Mais même, c'est des bons joueurs, en fait. C'est des joueurs qui vont jouer le haut tableau de Ligue 2. Et tu as des manques tellement criants à des postes clés, notamment au milieu de terrain. On a un milieu de terrain tellement faible que, en fait, tu peux pas t'en sortir avec un milieu de terrain aussi faible. Surtout si tu fais les choix tactiques que fait Zoumana Camara. Et je pense que si tu me dis quel poste il manque, je suppose qu'à mon sens, l'urgence, je suis d'accord avec Javary, ça serait un 6. Poste on le dit, on le répète, qui manque depuis Le Talec, quoi. Et sûrement avec le départ de Koulibaly, c'est impossible de recruter un ailier. Everson, moi j'y croyais avant d'avoir joué un match, mais bon, je me dis quand même qu'il est peut-être pas si nul que ça quand même, non? Non, mais c'est possible. Mais Everson, pareil, visiblement il formait 6. Il a joué apparemment. Il a joué plutôt entre 8 et 10 à Ajaccio. Tu vas le mettre sur l'aile du coup? Ah non, sur l'aile, ouais, non, sur l'aile. Après, moi, si tu le mets en vrai ailier, dans un 4-3-3, peut-être que ça peut être pas si mal au final. Je pense qu'après, hier, il y avait carrément une question de compréhension du jeu avec le truc de est-ce qu'il faut que je sois à l'intérieur, sur le côté, c'est un technique à côté de lui. Mais c'est pour ça que ce qui est étonnant, et c'est là on revient sur l'idée, pourquoi tu vas réinviter du football? Le truc qui paraît le plus simple, c'est de faire un 4-4-2, quoi. Comme tu dis. Même un 4-3-3 au final. Ou un 4-3-3. Mais un truc à 4, quoi. De toute façon, 90% des équipes de nos jours, ils jouent en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Les mecs sont pas plus cons que les autres. Les mecs, ils jouent. De temps en temps, tu as une équipe qui joue en 4-4-2. C'est très très rare maintenant. Et quelques équipes qui jouent en 3-5-2, mais c'est encore plus rare. Après, c'est vraiment des entraîneurs spéciaux qui jouent comme ça. Du coup, fait un 4-3-3, des familles, au final, aiment beaucoup à droite, Orakpo à gauche, Mendy dans l'axe. 2 défenseurs centraux en 6, allez, vas-y, on les met, go. Et tu mets un 10. Et en 10, bon, normalement, c'est Fayad, mais là, je pense que TJ peut jouer au moins 1 heure en 10 quand même, je pense. Si tu lui mets 2-6 derrière comme ça, moi, je sais pas, ça me paraît quand même pas non plus, on réclame pas non plus un truc de malade, quoi, tu vois, donc, non, un truc pragmatique. Et surtout qu'il y a du sens parce que on parle du début de saison. Camara, il a déjà 2 mois, il arrive quand? Il arrive à la 28e ou 29e journée, je crois. Donc il a 6 matchs en plus. Et tu vois toujours pas où il va venir. Et quand on parle du joker que tu veux prendre, est-ce que tu prends un 6, est-ce que tu prends un ailier? Pour moi, tu dois déjà avoir une tactique claire et établie. Parce que si tu finis par jouer, comme on en a parlé tout à l'heure, avec Mboukou un peu derrière Orakpo et Mendy, tu as moins besoin d'un ailier, tu vois. Donc, tant que tu sais pas comment tu vas jouer, compliqué. Le joker, il faut quand même arrêter, parce que moi, j'y crois pas trop à cette histoire de joker, parce que déjà, ça arrive jamais. Je sais pas pourquoi, là, d'un coup, tout le monde s'excite sur le joker.
Déjà, le Joker, il faut savoir que c'est un joueur qui donc a une licence FFF, c'est-à-dire qui est français. qui a joué dans un championnat français. Alors, je sais pas si des jeux. Ou alors un joueur qui est libre. Ou alors après, si, tu peux faire un Joker médical si tu es un joueur qui meurt, je crois. J'ai vu ça. L'année dernière, ça c'est dur. Mais l'année dernière, on prend Birama Touré en Joker. Il arrive fin septembre, je crois. Ouais. Il n'y a pas une année, on prend Mongongu en Joker aussi. Ouais, donc bon, ça a été. J'ai oublié cette période quand les joueurs de merde en Joker. Non, mais c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que tu vas avoir un réservoir de joueurs très limité. Ouais. Mais ça, c'est le principe du. Ça fait presque la transition sur le sujet, je crois que tu l'as évoqué, de Jonas Martin. Exactement. Ouais. Bon, justement, pour ce match-là, je crois qu'on a un peu fait le tour. On a dit la tactique. Je regarde un petit peu le chat. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Camara out, Djokovic. Alors lui, il est chaud. Après, Djokovic, je vais pas te mentir, je pense pas qu'on va le virer tout de suite quand même. Non, puis alors, tu vois, moi je suis aussi d'accord sur le fait qu'il faut lui laisser du temps. Pareil, surtout sur Twitter, j'en fais partie, donc j'ai aucun problème à le dire. On est très, on est très incisif et on réagit un peu à l'émotion et tout. Non, on va quand même laisser du temps à Camara. Je te dis pas que si on est 13e ou 14e à la 30e journée, qu'on se fie un peu dessus pour le maintien. Même avant, à la 25e, il faut penser à autre chose et revenir en bonne méthode de la paillade. Mais non, on va quand même lui laisser du temps. Après, j'aimerais bien qu'il change qu'il accepte déjà une petite remise en question. Sur la com, à dire que tout va bien, il faut du temps, sur un système de jeu fixe maintenant, tu vois, au bout de 5 matchs, et sur des choix des joueurs qui sont à leur poste et des choix qui ont du sens, quoi. Parce que moi, un entraîneur qui meurt avec ses idées, l'expression mourir avec ses idées, je trouve que c'est la plus con des expressions du football, quoi. Donc à un moment, c'est pas grave, tu t'es planté, t'essayes, tu tâtonnes, et si tu changes, c'est pas grave, tant mieux. Moi, je l'ai critiqué et je suis le premier à vouloir qu'il se plante, quoi. Que je me plante, je veux dire, pardon. Ouais. Et je suis ni moi. Et voilà. Non. Merde, le lapsus, putain, non, je suis le premier à vouloir me planter, évidemment. Mais après, comme tu disais, c'est vrai qu'il y a quelque chose, je pense, qui agace beaucoup les supporters. C'est un peu la tranquillité et le discours qui est asséné un peu aux supporters. Cette façon un peu toujours de dire « Ah oui, mais on n'est pas obligé de gagner à la Mosson au final. » Ah ouais, voilà, ça, non, c'est pas possible. Bah, oui. Il s'est repris là-dessus, il s'est repris, parce je sais pas si c'était en conf ou quoi qu'on l'interrogeait là-dessus, mais j'ai vu qu'il s'était repris. On a quand même gagné qu'un match à la 96e minute. Dans des circonstances folles. C'est un peu ça, je pense que les gens, effectivement, ils commencent un peu à chauffer et d'avoir un mec. Alors bon, tu me diras, c'est peut-être mieux ça que d'avoir Gasset qui sort des matchs en te disant que de toute façon on est nul et que ça y est, c'est fini. Mais bon. Après, en même temps, c'était la franchise. Le pauvre, ouais, c'était pas faux. Ouais. Le pauvre, il n'en pouvait plus. Il fallait lui Donc, alors, on mise un peu dans le chat. Donc, bon, les 11 défenseurs, tac. Le but revient à Simon et la défaite à Camara. Bon, ça, Djokovic, il est machin. Si contre Bastia, c'est pareil, on ne gagnera pas. Ben, Bastia, en plus, ils sont quand même avant-dernier, je crois. Donc, ça serait quand même bien de gagner. Un triangle, qu'est-ce qu'il nous dit alors ils sont nuls cette équipe. Oui. Tu peux être bon techniquement, mais pas techniquement. Avez-vous de la justesse technique? Oui, ça c'est sûr qu'effectivement, techniquement, on a vu beaucoup de choses, mais encore, moi j'ai vu des LNH, des Mboukou, c'était pas si mal. Mendy, franchement, dans ce qu'il fait, encore une fois, c'est très minimaliste, mais il se retrouve au milieu de défenseur, il a à faire des amortis poitrine, il tente des tirs. Bon. Ouais. Moi, j'ai aucun reproche à faire à Mendy, si ce n'est l'efficacité qui, je pense, va arriver. Mais il est dans son rôle de neuf, un peu pivot, un peu costaud. Et c'est sûr que c'est pas lui qui va te faire une course de 35 mètres, qui va te prendre la profondeur. Mais tu vois, derrière, hier, sur la place de Savanier, là, le centre un peu, t'as l'impression qu'il envoie une brique et tout. Je trouve que le contrôle est pas si mal. Il arrive pas trop à se retourner, mais il est pas loin non plus. Ça finit, c'est sur... Je sais plus si c'est là que Miradic arrive à tirer. Je pense que c'est un peu plus tard. Mais dos au but, si tu lui donnes les ballons, à un moment, soit ça va être pivot et ça va donner une autre solution, soit c'est lui qui va se retourner, il va finir par y arriver. Je pense que physiquement déjà il est pas à 100% parce que il gagne pas trop quand même de duel face aux défenseurs centraux. Mais pour moi c'est pas Mendy qui m'inquiète, hein. Clairement pas. Moi non plus, absolument pas. Tout le jeu passe par lui actuellement.
Qu'est-ce qu'on nous dit? On joue avec demi machin, tac tac, 4-3-3. Donc Polochon qui nous dit que 4-3-3, il aimerait bien aussi. Elin Triangle qui nous dit que si on ne fait pas plus jouer TJ, il ne prendra pas de conditions. Alors après, il peut aussi s'entraîner, avoir une bonne hygiène de vie. Mais bon, ça c'est. J'ai l'impression que ça va mieux quand même. Enfin, moi, je le vois sur le maillot, c'est quand même un indice. Je trouve qu'il est fit, peut-être pas 90 minutes, mais comme j'ai dit. Oui, je l'ai trouvé anormalement fatigué hier par rapport au peu de temps de jeu qu'il a eu quand même. Ah, mais justement, est-ce que, je te parle pas de l'intensité du match d'hier, ça c'est sûr qu'on n'était pas niveau Ligue des Champions. Mais si tu lui fais jamais jouer 90 minutes, il les aura jamais dans les jambes. Alors, tu as Vince MHSC qui nous dit aussi qu'on priorité au 6, un ailier, même si on ne les voit pas normalement, il y a Issoufou, un autre joueur qui ont signé pro. Alors, je pense qu'il parle de Guéguin. Alors, Guéguin et Issoufou, on ne sait pas où ils sont même pas dans le groupe. À mon avis, ils ont signé pro parce qu'il fallait un quota de mecs qui signent pro cette année. Issoufou, c'est fort probable. Ah ouais, ça c'est eux. Alors ils ont complètement disparu. Alors soit ils sont blessés, soit Guéguin c'est beaucoup blessé. Je me rappelle quand il était vraiment jeune, on l'annonçait vraiment comme une pépite et on l'a jamais vraiment vu. Apparemment après dans la tête ça suit pas trop par contre. Hein. C'est pareil, ouais. C'est un peu pas foufou dans la tête apparemment. Après tu vois, c'est des mecs qui étaient programmés pour intégrer l'effectif en Alain petit à petit et après tu vois si t'as le niveau Alain ou pas. S'ils n'ont même pas le niveau Ligue 2 pour intégrer un effectif, inquiétant le centre de formation. Issoufou, là, ils disent qu'il a joué en réserve il y a 15 jours, apparemment. Ouais, s'il revient, si c'est que physique et qu'il faut de la condition, pas de problème. La réserve, elle est encore, elle a un temps. En préparation, Derzac l'avait fait jouer, je crois, en milieu de terrain, je crois. En relayeur, un truc comme ça, c'était pas si mal, franchement. Avant de le foutre sur le banc à la première journée de championnat, bien sûr, comme d'hab pour Derzac, quoi. Bon, allez, on va passer au deuxième sujet. Qui est justement, on parlait de Derzac, mais qui parle un peu, qui est un peu sur les anciens. C'est ce qu'on a appelé, un peu comme ça pour rigoler, l'affaire Jonas Martin. Donc je vous fais un petit peu le. Alors c'est vrai qu'en plus ça prend encore plus d'ampleur parce que Jonas Martin c'est un peu typiquement le genre de joueur qu'on aimerait avoir au milieu de terrain à côté d'un 6 pour aller justement faire faire le jeu, puisque c'est un joueur qui joue 8, qui casse des lignes. Donc Jonas Martin a signé à Boulogne cette semaine et Mohamed Toubache nous a révélé qu'a priori le joueur n'aurait pas été contre revenir au club, ce qui n'est pas déconnant parce qu'on l'a vu quand même, il était dans le coin, on l'a vu en tribune et tout ça. Puis connaissant Jonas Martin et entre guillemets sa carrière du moment, ça n'aurait pas été déconnant pour lui. Maintenant, voilà, donc il a 35 ans, on va en parler tout de suite, mais ça pose aussi un peu parce qu'apparemment, il y a un autre milieu de terrain, Mohamed Toubache l'a révélé aujourd'hui, un autre milieu de terrain qui aurait proposé service à Montpellier qui a été recalé. Apparemment, on a dit non, on n'a pas besoin de son profil. Alors, par contre, on ne sait pas qui c'est. C'est vaste comme indice. Mais globalement, vous, ça vous est déjà arrivé de ressortir avec vos ex ? Guillaume, je sais que c'est plus compliqué. Corentin, il sait. Oui, ça m'arrive. Je vous le dis tout de suite, j'ai fait plusieurs fois, ça a jamais fait quelque chose. Non, je dirais de ne pas regarder le replay. Et c'est bizarre parce que je fais exactement le contraire de ce que je pense. Moi, cette politique des ex, surtout à Montpellier, parce qu'on est un club familial, très entre soi et tout, donc j'ai l'impression que dès qu'un mec part, il est susceptible un jour de revenir, sauf si il exploite à la Giroud, quoi. Mais moi, j'étais... c'est la base de Montpellier, n'importe quel joueur qui part. Mais c'est ça, et tu regardes dans le staff, Bédimo, Jourdain, Hilton, enfin, ils sont tous revenus. C'est un côté ça donne un côté attachant au club, et j'ai pas foncièrement de problème avec ça, tant qu'il y a de la compétence, notamment dans les postes techniques. Mais moi, les joueurs qui reviennent comme ça, enfin ils reviennent pas du coup, mais qui sont susceptibles de revenir et dont on parle, Stambouli, Belanda, Cabella qui est revenu, le retour de Lecomte, fiasco. Là, on parle de Jonas Martin. Pour moi, c'est un aveu d'échec. En fait, t'as pas d'idée. Tu sais pas qui prendre. Lui, il est libre, il est venu, il connaît la maison. Bah, viens, mon gars. Enfin, viens. Apparemment, ils viennent pas. Mais c'est. On ne veut pas qu'ils viennent. Apparemment, on veut pas qu'ils viennent. Ouais, mais c'est plutôt dans l'idée, en fait. On a cette idée alors que c'est un peu la solution de facilité. Alors moi, je trouve ça dommage. Moi, je suis d'accord avec toi en général, mais dans la situation actuelle, c'est-à-dire que si on est le 12 juillet, je suis d'accord avec toi, mais dans la situation actuelle où t'es le... Et d'ailleurs, sur Jonas Martin en particulier, il a 35 ans, on sait qu'il n'a pas été épargné par les blessures. Est-ce que c'est pas un coup où tu le prends et il fait 10 matchs, il se pète ? Bon.
Mais dans la situation actuelle où on est le 15 septembre, tu dis, et que tu sens que c'est ton besoin le plus criant, quand même, puisque là, même dans le chat, tout le monde a dit ce qu'il nous faut en priorité, c'est le 6. C'est vraiment très dommage de le faire. Et après, il y a un autre indice. Si c'est réellement pour ces raisons-là, si c'est pour des raisons financières qu'on n'arrive pas à faire Jonas Martin et que Boulogne le fait, c'est vraiment inquiétant pour ta situation financière. Ouais, je suis persuadé que la situation financière du club est plus catastrophique que ce qu'on pense, que je pense que le club est en danger. C'est pas parce que t'es descendu et que t'as réussi à baisser la masse salariale que tu t'en sors, parce que les Nicolas encore mis 1 million, ils le font pas, je pense pas éternellement. Je pense que le club est en très grand danger. Ça c'est mon avis personnel sans vraiment avoir d'informations, mais voilà, c'est ma conviction. Oui, financièrement, des mecs comme Jonas Martin, je pense que c'est encore difficile parce que il a des prétentions salariales peut-être qui sont pas en adéquation avec ce qu'on peut lui donner, quoi. Après, même s'il est libre, même si en septembre il est libre, même s'il finit à Boulogne, je pense que Boulogne n'a pas un effectif où il se traîne derrière des salaires que tu as donné en Ligue 1. Ouais. Donc eux, ils peuvent peut-être investir sur ce mec-là. À Boulogne, ils sont montés à l'arrache. Ils sont montés à l'arrache. Oui, c'est vrai. Montés à l'arrache, ils avaient Vercruis l'année dernière, ils ont été obligés de le vendre parce qu'ils ne pouvaient pas lui garantir une montée en Ligue 2, justement. Et bon, après, est-ce qu'ils ont plus de moyens que Montpellier? J'ose espérer que non, mais malheureusement, effectivement, je suis un peu d'accord avec toi. J'ai l'impression que financièrement, c'est compliqué. Alors après, moi, je suis allé voir la fiche de Jonas Martin. Jonas Martin, il a 35 ans. L'année dernière, il a manqué 19 matchs pour blessure. Moi, je pense quand même que Jonas Martin, sur ce cas en particulier, c'est pas déconnant de ne pas être allé chercher. Je suis pas sûr qu'il soit encore prêt à faire une année vraiment de combat, même si c'est un soldat. Puis c'est un joueur, voilà, il a quand même été beaucoup blessé ces derniers temps. Par contre, après, effectivement, pour moi, chaque cas est différent. Pour moi, ne pas prendre Stambouli au moment où on a eu l'occasion de le prendre, c'était criminel. Parce qu'on n'avait pas de 6, on n'avait pas de joueur. Le mec, en plus, il signe à Metz, il devient titulaire indiscutable. Et il monte en Ligue 1. Et il monte en Ligue 1. Et moi, en fait, souvent, je me dis, ouais, les ex, c'était pas forcément une bonne idée. Mais tu vois, bon, Younes, on ne sait pas ce qu'il est devenu en même temps. Hein, je veux dire, mais quand tu vois ce qu'on a, quand même, des fois, tu te poses la question. Quand tu vois qu'on n'a pas pris Cabella, qu'on n'a pas repris Cabella durablement parce pour prendre Casery, moi j'ai l'impression qu'ils se sont braqués et je crois c'était dit dans le chat que au final Lolo a dit qu'il ne voulait plus prendre les anciens, mais à un moment donné pour moi pour moi ça se joue pas comme ça, c'est genre le compte, tu vois, t'as dit tout à l'heure Fiasco, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que il est revenu, il a quand même 6 pour moi, il fait la diff. Il est revenu, il a participé à sauver le club. Alors, le fiasco, c'est peut-être avec un aussi gros salaire, etc. Mais bon. Non, et puis le fiasco, pour moi, le fiasco, il est général sur la saison dernière. Tu peux pas l'incriminer lui. On va dire, il donne pas sa part au cochon non plus. Hein, mais bon. Mais ouais, parce que. Vas-y. C'est chaque. Pour moi, il y a pas autant de vérité que ça. Mais bon, Jonas Martin. Et il ne faut pas après que ça devienne le truc à chaque fois de dire « Ah, un ancien a voulu, machin, ah ouais, comme tu disais, quoi, un ancien a voulu revenir, ah ben voilà. » Exactement. Parce qu'on leur reproche de ne pas avoir d'idée, mais bon, ils ne vont pas non plus, dès qu'il y a un mec qui genre Mollet ou je sais pas quoi, un gars, il ne sait pas quoi faire. Mais c'est ça, à un moment, je sais pas, sur les 10 dernières saisons, tu as perdu 50 joueurs, tu vas pas, dès qu'ils sont en pourparlers pour quitter leur club ou quoi, tu vas pas leur dire « Ah bah tiens, viens à Montpellier, quoi. » Faut avoir des idées. J'ai l'impression qu'en fait, les seules idées et sur les réseaux, on va dire le réseau supporter et au club, c'est très limité sur les anciens, quoi. Moi, je suis pas spécialement fan. Je connais pas trop d'exemples où les anciens dans notre club ça se passe bien. On se raconte beaucoup d'histoires aussi. Hein. C'est vrai, comme on disait, on a fait une émission, la dernière émission, c'était l'émission de Tierlitz. Je vous encourage à la regarder. D'ailleurs, c'était une très bonne émission, malgré quelques petites techniques habituelles, bien sûr. Mais on parlait un petit peu de ça, des anciens. On parlait de Giroud. Moi, je disais que c'est toujours un peu démesuré, je trouve, l'amour pour Giroud des supporters montpelliérains. Et il y avait beaucoup de mysticisme sur ça, sur les mecs qui vont revenir, qui vont pas revenir, etc. Alors qu'au final, personne n'est revenu, au final. Enfin, Cabella est revenu, mais Younes est revenu. Enfin, tout le monde peut dire qu'il peut revenir, mais bon, en même temps... Il y a quelques mecs aussi, t'as des mecs comme... il était dans la tier list, Victor Montagno qui est revenu, t'as quelques... Ouais, c'est vrai. Ils sont venus en Ligue 2 en plus, hein, un mec comme Montagno, il revient en Ligue 2 en plus. Ouais, après, c'est vrai qu'effectivement, il y en a eu, quand on faisait le truc, des Carotti... des Zolic, et ils ont fait plusieurs passages et c'est vrai que, mais c'était un autre football aussi peut-être.
Maintenant, on Et a ça pas dépend beaucoup quel moment de- tu reprends aussi. Ça dépend comme tu le disais, Stambouli, c'était un bon exemple. Ça dépend à quel moment de leur carrière tu les reprends quand ils sont comptes. Même Capella, c'est un bon exemple. Peut-être que si on avait continué, ça aurait fonctionné. Mais peut-être qu'aussi le cadre offert par Montpellier n'était pas aussi bon que le cadre offert par Lille et qu'il n'aurait pas été aussi performant. Ah, et je rappelle qu'il aurait signé à Montpellier si on n'avait pas pris Casery, apparemment. Oui, d'accord. Mais derrière, dans un vestiaire où ça aurait été conflictuel avec TJ ou des choses comme ça se trouve. Ah, bah, c'est sûr que lui, à Lille, il a joué la Ligue des Champions et tout ça, quand même. Ah bah, il a gagné au change, hein, même s'il était pas, même s'il voulait absolument revenir, comme il a dit chez Saknani, je crois. Montpellier. Tu finis à Lille en Ligue des Champions, t'es pas le pire joueur de l'effectif, tu joues tes 30 matchs par an, bon, ça va. Non, c'est. Après, là, on voit dans le chat, je vois par exemple, c'est Djokovic qui nous dit il avait des chèques qui étaient de recruter Païs, qui est un niveau national 2. Imagine-toi les joueurs de l'équipe réserve et du centre de formation qui voient ça. C'est vrai qu'effectivement, Païs, plus ça va, c'est compliqué. Quand même. Il est trop gentil. Je comprends que découvrir le milieu pro quand t'as pas. Alors je pense qu'il a quand même fait un centre de formation, mais il a pas percé jusqu'au bout. Découvrir le milieu pro après la formation, arriver dans une équipe qui pour le coup ne marche pas du tout, ça doit être encore plus compliqué. Mais à un moment, bonhomme, faut y aller quoi. T'es mignon, hein, t'es technique, y a pas de problème. Je pense que t'as un niveau technique supérieur à beaucoup de joueurs dans l'effectif. Mais il gagne pas un duel, il est tout le temps par terre. Trop timide. Alors, ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est mental. Je pense que c'est mental. Le mec, on lui dit, tu viens, tu signes à Montpellier, un match de Coupe de France où il nous atomise, on te le prend, on te le signe. Le gars, il a la chance de signer. D'ailleurs, un truc recrutement totalement lunaire, effectivement. Bon, enfin, tu vois, ça arrive dans beaucoup d'équipes. Hein. On se rappelle de Marseille, de Paris avec ses sites. Non, pas c'est mal. Ouais. Ça a glissé Mac. Ouais, c'est exactement ce que j'avais en tête, j'allais le dire. C'est le syndrome Mac. Ouais. Voilà, exactement. Du coup, tu te dis, mais. Enfin, non, c'est vrai qu'il se coffre. Moi, je le trouve trop tendre et je reproche. Je me dis, mais attends, enfin, tu vis ton rêve, quoi. Je sais pas, vas-y. Au final, son contrat, il doit avoir un tout petit contrat. Bon, je sais même pas s'il a un salaire à 5 chiffres. Hein. Ouais, je sais pas. Pour moi, ça lui fait une ligne sur le CV. Et après, derrière, peut-être qu'il retrouvera un petit truc en Ligue 2, un truc comme ça au final. Hein. Mais bon, le mec, c'était le meilleur joueur du Puy. Il avait l'air de jouer avec ses potes, de se libérer et tout. Et là, d'un coup, il arrive en plus. Alors, après, il arrive dans un vestiaire aussi où il n'y a que des sgags. Il te disait que les jeunes, ils s'en foutaient et tout. Tu vois, donc bon. C'est sûr qu'il est pareil. Il n'y a que des jeunes. Tu as vachement rajouté le truc. Tu as un coach en plus qui parle aux jeunes et tout. Mais même le coach, j'ai l'impression qu'il ne croit même pas trop en lui au final. Quoi. Il commence. Ce premier match. Et là, le mec, il rentre. Il a 90 minutes pour jouer. Et non. Ouais. C'est ça. Et après, juste un dernier mot sur. On parlait de problèmes financiers et tout, qui font peut-être que c'est la cause pour laquelle Martin n'est pas là. Moi, je pense que le club est en danger. TJ, tous les contrats de Ligue 1, il y a une clause comme quoi tu as ton salaire qui baisse. Mais je pense que quand même TJ, et avec les primes et tout, il doit encore tourner pas loin des 100 000. Voilà, t'as les 10% de ton budget qui est sur le banc. Donc ça va, à un moment, pour moi, ça va être un problème aussi là-dessus, quoi. C'est soit il joue, soit il part. Tu peux pas avoir 100 000 euros sur le banc, pas possible. Mais on en a parlé déjà, il partira pas. Hein. Tu vois, voilà, exactement, tu peux pas jouer. Donc, à ce moment-là. Et puis, ce que tu dis est vrai, enfin, la politique salariale prend une place énorme dans le budget. Et à titre de comparaison, j'ai par des connaissances des amis Bastier, et là-bas, le salaire maximum, il tourne autour des 15 000 euros. Donc, c'est quand même des gaps énormes, quoi. Et Bastia est un club, bon, alors là, ça va mal, mais qui a fait quelques années en Ligue 2 sans souci. Après, des mecs comme Mendy ou Laporte, à mon avis, ça m'étonnerait ils doivent être aux alentours de 50 000 hein, quand même. Hein. Oui, bien sûr, je pense qu'on offre. Oui, mais je pense que on a quand même un budget de 15 millions, on a des rentrées d'argent, on a un public pas énorme, mais on va faire 8 000 de moyenne, ce qui en Ligue 2 va être dans la fourchette moyenne haute, j'ai envie de dire, je pense, par rapport ne serait qu'aux capacités des stades. T'as quand même des rentrées d'argent qui peuvent te permettre d'avoir des salaires, même si tu es dans une économie récessive, plus haut que ceux de Bastia. Donc je pense que si tu signes Laporte à 50 000 ou un exemple, peut-être pas quand même, hein, je pense qu'il est autour de 30-35, je pense que tu peux te le permettre. Par contre, ce que tu peux pas te permettre, c'est si tu avais gardé Koulibaly, pareil, je pense que tu peux pas te le permettre.
Savanier, ok, il a pas d'offre, t'es obligé de le faire jouer. À un moment, je peux pas accepter l'idée que t'aies 100 000 euros sur le banc quand ton club est en danger, quoi. Allez, on va partir sur la dernière partie, c'est-à-dire le temps additionnel, la 94e minute. On va parler un petit peu de petits sujets, un petit peu qui concernent Montpellier. Et on va faire notre révélateur, notre question, notre sondage de chaque émission qu'on va faire maintenant. Alors les gars, samedi, il est titulaire TJ ou pas? Moi, Vas-y, Coco. Moi, je pense pas, mais je pense qu'il va le faire rentrer beaucoup plus tôt. Le chat répondait, hein, TJ titulaire ou pas samedi? Ce que vous pensez qu'il va se passer, pas ce que vous aimeriez, parce que forcément, pour en en est là, je crois que... Je pense qu'il va le faire rentrer vers la 55-60. Ça dépendra du scénario. Ça dépendra du scénario, ouais, en effet. D'ailleurs, c'est ce qui me fait peur, parce que pour peu que ça tourne bien, il est capable de pas le faire rentrer, enfin de le faire rentrer. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que s'il le met titulaire d'entrée, pour moi, c'est un énorme désaveu de ses 5 premiers matchs à Camara, là, sur la saison. Donc, je le vois pas titulaire, mais il y a le facteur semaine à 3 matchs, où t'as pas non plus un effectif dantesque, mais là, on joue samedi, on rejoue mardi, alors, je sais pas la programmation du match dans 10 jours, mais vendredi ou samedi, je crois. Donc, c'est le 2, non, c'est Saint-Etienne, non, après, non, c'est pas Saint-Etienne. Non, on va à l'extérieur, on doit aller à l'extérieur, je sais plus où. Je suis persuadé qu'il y aura du turnover, pas sur le premier match, mais je pense que mardi sera titulaire. Mardi, ouais, tu vois mardi contre Boulogne, quand on reçoit Boulogne. Il faut voir aussi qu'on a quand même un calendrier très particulier. Sur les 2 prochains matchs, on n'a pas parlé, mais on joue le dernier et l'avant-dernier. Si tu prends pas les points là. Ce sera aussi révélateur de ce que tu vas jouer cette saison. Hein. Moi, je pense que le maintien, ça va être assez tranquille. Faut pas non plus être alarmiste. Mais savoir à la 8e journée que tu vas jouer le ventre mou avec un mec espoir d'attraper la 5e place pour les barrages, chiant. Ouais, c'est dur. Et c'est dur pour les supporters aussi parce que tu étais dans une situation où tu as vécu une année très compliquée. Tu as envie de repartir sur quelque chose d'excitant comme on a pu voir dans d'autres clubs comme Toulouse qui ont pu se reconstruire en Ligue 2. Comme tu dis, je te dis même pas. En fait, même si tu n'accroches pas les barrages, si tu es à la lutte pour la 5e place jusqu'à la dernière journée, déjà, il y a quelque chose. Mais si tu te rends très bien compte que tu es out et que tu joues 13e, 14e, ça va être dur. Bon, après, la chance qu'on a, la Ligue 2 est un championnat homogène où tu peux remonter assez vite, c'est un peu la chance que tu n'es jamais totalement largué comme en Ligue 1. En tant que supporter, tu vois, évidemment, on veut jouer les premiers rôles, mais il n'y aurait pas pour moi d'alarme à tirer si tu montes pas cette année. Alors oui, plus tu restes en Ligue 2, plus tu as chance d'y rester. Plus c'est long en fait. Bref, tu m'as compris. T'arrives pas à exprimer. On l'a vécu. Si tu remontes pas la première année, après tu y restes. C'est ce que je voulais dire. Je pense qu'on part de trop loin pour monter, mais faut pas non plus crier au loup, je sais pas quoi, si tu montes pas cette année, quoi. J'ai une expression, je suis pas bon. Hein. Dans le chat, effectivement, c'est à peu près la même. Il y en a qui. Alors, si JC nous dit qu'il le voit pas titu, Djokovic, lui, il le voit titu. Ellen Triangle, il est plutôt d'accord avec Coco, c'est-à-dire une entrée prématurée dans le match. Alors, ça voudrait dire quand même que le match se passe pas très bien, quand même. Hein, mais bon. On a Diego qui nous dit le contrat de TJ, personne ne peut le connaître à part Lolo. Ouais, mais alors Diego, en fait, si tu veux, on n'a qu'à attendre que TJ nous le révèle parce que l'année dernière, c'est lui qui nous avait dit le montant de son salaire, je vous rappelle quand même. Voilà. Et la clause maximale de réduction de salaire quand tu descends, c'est 50. Donc 200 moins 50%, 100. Hein. Il doit être au moins à 100, mais encore que peut-être. Ouais. Et même en fait, même si tu es à 80 000, c'est énorme pour la Ligue 2. Oui, mais oui. Alors, et dans ce cas-là, j'en reviens à ce que je disais, il faut qu'il joue. Et surtout que c'est pas un mec de DH non plus. Donc on a quoi, le titulaire machin, si on veut pas de mal. Alors je vois qu'il y a Diego par exemple qui dit, et moi je suis d'accord avec lui, et remonter pour quelle raison? Être ridicule. Moi je suis d'accord, moi honnêtement je crois qu'il faut pas remonter cette année les gars. Hein, Ah ouais, non bien sûr, mais il faut repartir. Mais même c'est encore pire, si t'es raisonné, il fallait descendre l'an dernier. C'est ça qui est dramatique. Ouais, mais cette année, tu descends la bonne année. On a quand même pris pas mal de droits télé quand même. Hein. Puisqu'on a pris l'année dernière autant de droits télé que ce que va gagner le PSG cette année en Ligue 1 s'ils sont. C'est ça. Par rapport à l'écart financier, on descend la bonne année. Sinon, je pense que si on descendait l'année dernière, c'était terminé, plus de Montpellier. Là, tu descends à peu près dans des bonnes conditions, je veux dire. Ben, surtout qu'en plus, tu peux laisser la chaîne prendre des abonnés. Peut-être l'année prochaine, s'ils sont à 4-5 millions, s'ils récupèrent le dernier match, ils vont monter à 4-5 millions. Ça va commander des clubs de Ligue 1 commenceront à vraiment toucher un peu d'argent, quoi. Je pense que 4-5 millions, t'es optimiste, mais... Ils viennent de faire 1. S'ils doublent, ils feront 2.
c'est énorme quand même, franchement, là, déjà en un mois. Oh, c'est très bien, c'est très bien. Oui, C'est mais une bonne nouvelle. c'est comme toujours, c'est un peu. Après, c'est les offres à 10 euros, machin, truc. La loi de Pareto, c'est-à-dire que je pense que tu chopes rapidement les premiers. Enfin, les plus mordus de foot, évidemment, tu les convaincs rapidement de s'abonner. Surtout que les conditions sont bonnes. Par contre, là, c'est le premier million est peut-être facile à obtenir, mais ce qui va être dur, c'est grappiller petit à petit les nouvelles. Ouais, ça va se tasser, forcément. Puis en plus, t'as rien à raconter. Tu connais le champion. Bon. Ouais, non, c'est clair. Mais non, par contre. Ouais, dis-moi, vas-y. Ouais, je dis, sur le côté monter tout de suite, tu serais ridicule. Toulouse a remonté tout de suite. Ils n'ont pas été ridicules. Cependant, il faut un vrai projet sportif et dans ce cas-là, pour moi, il faut virer tout le monde. Faut que tu recommences d'une page blanche que tu aurais déjà dû faire cet été. Ça a déjà Mais, commencé quand même, là, avec Camara, mine de rien, on peut lui reprocher tactiquement les résultats sur le terrain, mais il y a quand même un renouveau dans le club. Oui. Bon, tu disais un peu pour les petits déjeuners, mais il y a quand même un responsable de la performance, un préparateur mental. Il y a quand même eu des choses qui ont évolué quand même cet été. Ouais, alors il faut finir le ménage. Parce que pour moi, tu gardes le même staff médical qui est pour moi défectueux et à 100% sur la gestion des blessures, sur plein d'autres domaines. Le directeur sportif, pour moi, il doit plus être en poste. Le ménage n'est pas terminé. Alors dans ce cas-là, s'il y a eu des efforts avec Camara, je l'entends. L'idée est nouvelle. On n'a pas pris un ancien du club qui connaît le club. On sait qu'avec Frédéric Hans, ça n'avait pas marché. Là, on retente l'expérience. J'espère que ça va marcher. Mais pour moi, il faut continuer à se moderniser, en fait, tout simplement. Je pense qu'après, c'est un peu quand même c'est un peu la volonté de dire, là, de toute façon, c'est où on change, où on crève. Hein. De toute façon, c'est un peu comme ça qu'il faut voir. Oui. Que je pense que Laurent Nicolin, il a vu un peu, c'est comme ça qu'il voit un petit peu son club. Hein. Après, je voulais parler un petit peu d'autre chose. Est-ce que vous connaissez le Challenge Espoir, messieurs? Est-ce que ça vous parle? Ah oui, c'est le fameux championnat des réserves, c'est ça? Exactement, je voulais parler de ça parce que c'est un championnat Ouais. qui est réservé aux jeunes des centres de formation, qui a commencé l'année dernière, où il y avait 12 équipes. Cette année, je crois qu'il y en a 16. C'est 2 poules de 8 qui vont se jouer pendant toute l'année. C'est un championnat qui est réservé aux jeunes de centres de formation. Et du coup, ça permet en fait moi, je trouve, j'ai découvert ça. On a gagné 3-0 contre Saint-Etienne cette semaine. Et l'année dernière, on avait fait deuxième dans notre poule. Et on avait du coup perdu contre, je crois, le Stade Rennais, contre Monaco en demi-finale. Et donc, grosso modo, tu as des joueurs entre 18 et 23 ans qui se retrouvent à jouer entre eux des matchs. Ce qui est quand même assez intéressant parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de réserves de professionnels qui sont retirés on va dire de la FFF parce que tu te retrouves avec des équipes, tu vas aller jouer à la pointe courte et compagnie, que des mecs, des darons de 30-35 balais qui vont te mettre des gros tacles de bonhomme et qui vont te dire, bon écoute jeune, tu es ta carrière, maintenant tu passes au plus, on te casse la jambe. Donc, et du coup, j'ai trouvé ça assez cool parce que c'est vrai qu'on a vu quand même divers projets, diverses équipes qui se retiraient. Le PSG avait arrêté son équipe réserve justement parce que les jeunes de 18 balais qui passaient leur temps à jouer à Seine-Saint-Denis contre des darons, ils ont dit vas-y c'est bon au bout d'un moment. Monaco aussi, Monaco n'a plus d'équipe réserve. Monaco, ouais, c'est ça. Et Monaco fait partie de ce truc. Monaco, ils étaient partis, je crois, sur un autre truc européen, je crois, où ils faisaient une tournée. Il y avait Monaco, je crois qu'à un moment, il y avait alors je dis ça de tête, hein, il y avait une obligation légale d'avoir une équipe réserve et du coup, ils avaient foutu leur équipe réserve en Détroit et c'était des gens qui travaillaient pour le club. Il y avait eu un reportage là-dessus. C'est vrai que c'est une obligation légale quand tu possèdes un centre de formation, il me semble. Du coup, bon voilà, c'était juste pour faire un petit clin d'œil pour une initiative qui est pas mal. Bon, le seul truc qui est un peu dommage, c'est que dans la charte, j'ai lu, on peut pas faire les matchs en public. Ouais. Peut-être c'est pour tout le problème, les enjeux de scouting qu'il y a, mais peut-être aussi pour tous les enjeux de scouting qu'il y a. Ah ouais, tu veux dire parce que ouais. J'en sais rien, hein, je te dis ça parce que maintenant les environnements ils sont tellement compliqués autour des jeunes joueurs. Mais je crois que ça a été aussi en Italie, il y avait les Primavera, en Espagne, tu as Liga Promesse. On s'inspire, à mon avis, des autres championnats. Argument entendable. Mais pour moi, le plus dangereux dans cette catégorie d'âge, alors tu as parlé de 23 ans, c'est peut-être un peu tard, mais quand tu as 18 ans, pour moi, c'est les parents qui croient qu'ils ont tous Mbappé dans leur famille. Hein. C'est vrai que les agents, ils font leur taf, il y a des véreux, mais... Du coup, il nous dit les futurs non-pros. C'est vrai qu'effectivement, si les mecs à 18 ans ils jouent ça, en général, c'est qu'ils sont peut-être pas en train de jouer avec les pros. Mais bon. C'est ça. Et par contre, ce que je comprends pas, qui est pas en place, il doit y avoir des contraintes, c'est qu'il n'y a pas un championnat des réserves des équipes professionnelles. Les 18 de Ligue 1 jouent un championnat à 18 en réserve. En Ligue 2, pareil.
Parce que des fois, tu te retrouves en National 2 avec 3 réserves en 3 premières places, c'est le 4e qui monte qui a gagné 7 matchs dans l'année. Quoi. Donc, Ça, c'est bon, vrai. généralement, les réserves, elles sont pas ouf, hein, mais c'est un cas qui peut arriver. Quoi. T'as le championnat de France, genre, de hors réserve, je crois, un truc comme ça. Enfin, ouais, c'est un peu bizarre ça. Ouais. Depuis un temps, il y a eu un championnat des réserves, je sais. Ouais, ça a du sens. Quoi. Qu'il y a eu. Et oui, ce que tu proposes, c'est presque, ça me fait penser presque un peu à la Youth League, où les clubs qui sont en Exactement. Youth League, on s'affronte, ont leurs équipes jeunes qui s'affrontent entre elles. Et comme la Youth League est d'ailleurs très bien, enfin la Youth League est très est plus ou moins bien faite. T'as en plus de ça les meilleures équipes. C'est comme ça que nous on s'est retrouvés à jouer. T'as le champion national et toutes les équipes qui sont en Ligue des Champions. Exactement. Donc t'as Nantes qui s'était retrouvé à le jouer, qui était allé loin. Nous on l'avait joué en 2019, si je dis pas de bêtises. Donc c'est bien fait parce que ça permet de promouvoir d'une part ceux qui travaillent bien au niveau national dans leurs équipes jeunes et d'autre part les gros clubs qui sont en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, on n'avait pas été ridicule, il me semble, et puis en 2020, il n'y a pas un mec qui sort du centre. Si, t'as peut-être Chotard qui sort de cette génération. Il y avait Vidal aussi, je crois, qui était capitaine. Ouais, il est. Oui. À l'époque, on en parlait beaucoup d'Adouyev, qui n'aura pas percé. Berthaud, il y est aussi, non? Berthaud est pas titulaire de la Gambardella? Possible qu'il y ait Berthaud. J'aurais dit Cotzela, mais. Attends, je vais te trouver le Montpellier-Chelsea, la compo du Montpellier-Chelsea. Parce que Chotard est remplaçant à l'époque. Hein. Tu dois avoir Vercruise dans l'équipe, je pense, non? Ouais. Montpellier-Chelsea en Youth League. 2018-2019, on s'était pas trompé. Et on va voir la compo, on va voir si ça. Et le chat, faire la compo si vous voulez. Alors, c'était Isha Laen en gardien, Tamas, Benchama, Vidal, Vargas. Vidal était bien capitaine. Chota, Romain Comé qui était passé à Toulon après. Robert, le fils on en parlait tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Adouyev, qui lui aussi. Donc Robert, il a pas fait. Il est parti en Écosse, il a craché. Adouyev, il était en Russie, mais il est revenu en amateur. Bastien Badu, qui est aussi complètement. Je me demande s'il est encore dans le football. Et Vercruz. Vercruz, c'est dur comme. Et attaquant, ouais. Très bonne saison l'année dernière en national. Ouais. Et qui là, apparemment, commence pas mal avec Le Mans, franchement. Et en remplaçant, il y avait quand même Wai. Ah oui, qui était jeune, qui avait 16 ans, je crois. C'est dur comme milieu quand même. Hein. T'es dans les plus prometteurs de France et t'es champion de France, tu gagnes la Gambardella et derrière, là, t'en as quelques-uns sur le. Tu dois en avoir. Côté défensif, ouais. Après, t'as des choix sportifs comme Robert, où bon, c'est le mec qui l'a poussé, il a cassé les couilles à tout le monde pour partir au Celtic Glasgow au lieu de rester ici. Mais il n'est même pas parti au Celtic Glasgow, c'est ça le problème. Il est pas parti. Alors, il est parti à Erdonens, c'était de la 3e division. Mais bon. À l'époque, j'avais beaucoup plus de temps. Mais bon. Bon, mais messieurs, je crois qu'on va s'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez un petit sujet dont vous voulez parler, mais je crois que bon, on a fait un peu le tour de l'actualité qui effectivement va s'amaigrir un petit peu, plus on va avancer. Ou alors au fur et à mesure, la situation va devenir critique et il y aura de plus en plus de trucs qui vont sortir. Puis ce ne sera pas comme l'année dernière, on espère, où il y aura des trucs tous les jours avec des mecs qui se battent, des mecs qui s'insultent, des gars qui pètent les plombs pendant le match. Je pense pas non plus qu'on en arrivera là, mais ça sera pas l'Eldorado non plus quoi cette année. Non, bien sûr. Après, mon seul objectif, si je te dis, c'est qu'on soit à la lutte pour un barrage qui nous permettrait de vivre un truc sympa, que ça soit à l'extérieur ou à domicile. Là, on se déplace faire un barrage, je sais pas où là. Voilà, un truc où on peut tous se rendre. Annecy par exemple. Annecy. Annecy, à mon avis, c'est Charrette cette année, mais. Tiens, Djokovic, il nous demande nos pronos contre Bastia. Allez, Guillaume. 1-0. Pour Montpellier. Ouais, j'ai envie d'y croire. Ouais. Corentin. 3-1 pour Montpellier. Moi, j'en ai foutrement aucune idée. Ouais, mais pareil, c'est un souhait, c'est pas un prono, c'est un souhait. Après, tu joues le dernier de Ligue 2 si tu. Finalement, si tu gagnes pas contre le dernier, enfin. Mais après, si tu veux avec ce défenseur, compliqué de gagner aussi, pareil, tu vois. Oui, bien sûr, mais bon, t'as.
Alors et là, on a Hélène Triangle qui nous dit 3-2 pour la Payade avec Mendy doublé. Après Djokovic 2-1 pour Montpellier. Ouais, moi je vois bien un match serré. De toute façon, je vois pas dans quel monde on va éclater Bastia. Pareil, j'aimerais bien que Mendy marque parce que c'est vrai qu'effectivement, Oui. un partout si 11 défenseurs, sinon j'aimerais bien 2-0. Non, j'aimerais bien que Mendy brosse son compteur parce qu'on le dit tous, à un moment donné, c'est bien, il travaille bien, mais voilà. Donc bon, moi ce que j'espère surtout, c'est qu'on ait une belle. Avec TJ en 10, on gagne. Ouais, pourquoi pas qu'on ait une équipe qui ressemble à quelque chose. Voilà. C'est tout ce que je demande. Un milieu de terrain, un 10, pourquoi pas si c'est TJ, Orakpo et Mendy devant, par exemple. Mais bon, il aime beaucoup, après, il faut bien le caser quelque part. Mais ouais, donc voilà, écoutez, ouais, début, j'espère qu'il va faire beau. Je vais amener ma fille au stade pour la première fois en plus, probablement. Donc, quel âge? Le premier match, c'était à Montpellier-Bastia aussi. Elle a 6 ans, par contre, donc je suis pas En 97. match, mais bon. Non, mais ouais, après, c'est ce que tu as dit. Moi, j'accepte sans problème une équipe nulle, mais une équipe qui se donne. Ça, je pense pas que ce soit le problème de la saison, mais qui est cohérente, quoi. Où tu vois des trucs. Après, oui, tes latéraux sont pas bons, tu perds des matchs, t'es 11e. C'est la vie, c'est comme ça, quoi. Non, JC, elle n'est pas punie pour aller au stade, voir le. Je sais pas, je te dirai après si elle a ressenti ça comme une punition ou pas, mais bon. Je compte beaucoup sur Payadinho et la tribune enfant en Gévaudan pour l'animation. Même si j'ai peur de mes potes qui sont à côté de moi et du langage qu'ils vont avoir pendant le match. Gévaudan, t'auras pas les prix Nobel, hein. Oui. J'en fais partie, donc. Oui, mais oui, je sais, mes potes en font partie. Couille et Jay, aussi. Bon, messieurs, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci à tous. Merci de l'invitation. Merci Guillaume, merci Corentin. Merci au chat qui a été très actif aujourd'hui aussi. On s'excuse pour les problèmes techniques, on va essayer de les enlever pour le replay. Au moment où je suis comme un poisson rouge en train de demander ce qui se passe sans et on vous donne rendez-vous alors probablement mercredi prochain parce que le match est mardi soir, Boulogne. Et du coup, faire une émission en débrief juste après un match à domicile, c'est un peu compliqué. Alors pour nous, ça peut se faire éventuellement, mais pour vous, peut-être les gens, quand ils rentrent, ils n'ont peut-être pas le temps de rentrer du stade et tout. Donc, vraisemblablement, mercredi prochain, pour le débrief de Montpellier-Boulogne et Montpellier-Bastia, on aura en plus double ration de frites, comme dirait notre ancien président. Et voilà. Bonne soirée à tous. Merci.